Good afternoon, everyone. Can I please ask everyone to take their seats and also to close the doors in the back, please? Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, President Tajani, Vice President Dombrovskis, Commissioner Thyssen. We are now starting the concluding plenary session in which we would very much like to reflect a little bit on the day, but also very much zero in on key takeaways. Now, before I have the great pleasure of introducing our first speaker this afternoon, I want to mention that interpretation is once again provided from all EU languages into all EU languages, as well as international sign language. And we also continue our web streaming. So a very warm welcome to all of the participants outside of this room that are following us online. And with that, I am very pleased to introduce Antonio Tajani, the new president of the European Parliament. President Tajani, just last week, on the 19th of January, to be precise, the Parliament adopted a resolution calling for the Commission to move ahead with a very solid pillar of social rights. So we greatly look forward to hearing your views today. And I also want to say, it is your first major speech since you took office, which makes this particular occasion all the more special. We are grateful and delighted to have you with us. And may I ask you to come up on stage. Please welcome President Tajani. Cher vice-président Dombrovskis, cher commissaire Thyssen, mesdames et messieurs, je vous remercie de l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette maison, la Commission européenne, où j'ai eu l'honneur d'être au service des citoyens européens pendant cette année. En tant que commissaire au transport, puis à l'industrie, j'ai toujours essayé de focaliser mon travail sur l'économie réelle et la création d'emplois, et aussi pour essayer de défendre ceux qui ont eu des problèmes et ceux qui ont des problèmes. Je me rappelle le texte sur la mobilité des passagers, et surtout pour essayer de permettre à tous les passagers à mobilité réduite d'être des passagers comme les autres. C'était une bataille de liberté. J'ai donc décidé de faire mon premier discours public en tant que président du Parlement, précisément sur le socle européen des droits sociaux, car je suis convaincu qu'il s'agit d'une priorité absolue pour notre Union en 2017, année qui sera clé. En effet, l'Union européenne traverse une période de crise profonde à multiples facettes. Économique, financière, monétaire, institutionnelle, mais aussi et surtout une crise sociale et de confiance. Confiance de nos concitoyens dans les institutions européennes que nous représentons. La crise économique a eu des effets graves d'un point de vue social, avec des taux de chômage extrêmement élevés, surtout chez nos jeunes. Une augmentation des inégalités, une baisse des niveaux de vie et donc une augmentation de la pauvreté. Voilà pourquoi cette conférence est fondamentale, car elle donne un nouvel élan à une vieille vocation, celle de promouvoir le progrès social et le bien-être des citoyens. C'est ce à quoi s'attendent les citoyens européens. Une Europe plus présente, plus proche d'eux et qui remette le rôle central de l'humain avant toute chose. Je l'ai souvent dit, les institutions européennes ne peuvent pas être une bureaucratie kafkienne, froide,
qui ne vit que pour elle et par elle-même. La langue anglaise, de ce point de vue, est très juste lorsqu'elle parle de civil servants, c'est-à-dire des gens au service des citoyens. Les institutions européennes doivent être au service des citoyens. Et le moment est venu de se mettre à la tâche, car nous entrevoyons des signes de reprise économique dans la zone euro. Car nous avons solidifié notre union en assainissant nos comptes publics, en créant de nouveaux instruments en mesure de nous protéger dans le cas où une nouvelle crise financière devait nous frapper. Je pense à l'union bancaire, au mécanisme européen de stabilité ou au comité européen du risque systématique. En ce qui concerne le relance économique et les investissements, nous avons le plan Juncker. Il est donc crucial maintenant de faire avancer la dimension sociale de l'union économique et monétaire. Il y a un mois, le Conseil, le Parlement européen et la Commission ont approuvé les priorités législatives pour 2017. C'est la première fois que l'Union se fixe un ensemble commun des priorités législatives pour l'année suivante. Il résulte de l'accord mieux légiféré adopté l'année dernière. Ceci nous permettra de coopérer plus étroitement afin de répondre aux préoccupations des citoyens et aux grands défis à venir. Une des priorités clés, comme je l'ai déjà dit, est la dimension sociale de l'Union européenne. Je veux remercier la Commission européenne pour la vaste consultation publique lancée l'année dernière afin de recueillir les avis et les réactions des différentes parties prenantes. Le Parlement a toujours été très actif sur ces domaines, anticipant même le travail de la Commission, puisque déjà en 2012, à travers une résolution dont Marianne Thyssen était rapporteure, le Parlement demandait l'inclusion d'un socle social au sein de l'Union économique et monétaire. La semaine dernière, comme a dit Madame Mettler, en session plénière à Strasbourg, le Parlement a eu l'occasion de discuter du socle européen des droits sociaux. I would like to thank my colleague Maria João Rodrigues, rapporteur on this resolution, together with all the members that participate in the elaboration and discussion of this text. This resolution sends strong and clear messages to the European Commission, in particular, a stronger action to fight undeclared work, better conditions for precarious workers, reducing the unemployment rate, especially among young people. As President of the European Parliament, I will do my best to bring Europe closer to its citizens by delivering concrete results and to defend the priorities of the European Parliament before the Council and the Commission. I am happy to see that the European Commission is delivering on these issues and that we are on a good track. I share the ambition of President Juncker to work on a new European social policy and pave the way for Europe to earn a social type A. The European Parliament is looking forward to the publication of the white paper by the Commission and is ready to engage with all actors involved to work for the social progress and cohesion, reducing inequality, job creation, and focusing on human capital. In conclusion, let me remind you a few figures. Around 20 million men and women are unemployed in the European Union. More than 6 million young persons aged from 15 and 24 years old are neither employed nor in education or training. About 100 million persons are living at risk of poverty or social exclusion. This corresponds to 20% of the total EU population. In these circumstances, promoting European social pillar is a must, and we have to do everything
we can to make it happen. Allow me to conclude in my mother tongue, in Italian. Il giorno della mia elezione ho dedicato il risultato non soltanto alle vittime del terremoto che ha colpito l'Italia, ma anche a tutti coloro che sono senza lavoro e che vivono momenti difficili in questo momento, a coloro che possono essere rimasti indietro. L'Europa deve guardare a loro come una priorità. Per quanto mi riguarda, io farò di tutto, come ho fatto quando ero commissario, ho citato nel corso del mio intervento in Parlamento la vicenda Tenneco, ma farò di tutto, ripeto, perché ci sia il maggior numero possibile di giovani che possano trovare lavoro. E per fare questo dobbiamo avere una buona politica sociale, ma anche impegnarci fortemente per sostenere l'economia reale. Ci sono 24 milioni di piccole e medie imprese nell'Unione Europea. Se ognuna di queste fosse capace di creare un posto di lavoro, avremmo risolto il problema della disoccupazione. E dobbiamo sostenere una moderna e non inquinante politica industriale. Risanare i conti pubblici e sostenere l'economia reale è la miglior ricetta per creare una positiva prospettiva per il futuro. Ecco perché io sono ben lieto che la Commissione europea, di cui ho avuto l'onore di fare parte qualche anno fa, si stia attivamente impegnando su una dimensione sociale che è anche cara al Presidente Juncker, che saluto. Non dobbiamo dimenticare questa dimensione, perché il nostro obiettivo, come dice il Trattato, la nostra stella polare si chiama economia sociale di mercato. Tutto ciò che noi facciamo anche nel settore del commercio, tutto ciò che noi facciamo nel settore dell'industria, tutto ciò che facciamo per sviluppare il mercato ha un solo obiettivo: creare occupazione e far vivere nel modo migliore i nostri concittadini. È anche una questione di libertà e di dignità, perché chi non ha il lavoro, chi non ha possibilità di guadagnare è un po' meno libero e rischia di perdere la propria dignità. E questo è quello che noi non possiamo permettere che accada in Europa, perché l'Europa non è soltanto banche, non è soltanto burocrazia, Europa è soprattutto valori, e la dignità e la libertà sono valori fondanti della nostra convivenza civile. Per quanto mi riguarda farò di tutto per difenderli, farò di tutto perché ognuno possa riconoscersi in questi valori. Vi ringrazio. Thank you very much, President Tajani, for these powerful words. And speaking about essentially citizen-centric policies, shoring up economic and social resilience, and of course the all-important issue of intergenerational equity. Thank you so much for being with us. I don't think you could have held your first speech as President of the European Parliament on a more important topic. Can we give him a warm round of applause as he walks out? Thank you. I want to also acknowledge the presence of President Juncker. Thank you so much for coming a little bit early, which is a nice surprise for a very senior policymaker like you, but I think it pays a tribute to how important this issue is to you. We now have a panel discussion on the way forward for the European Pillar on Social Rights. And while I introduce this session, I want to ask my panelists, you know who you are, to very quickly come up on stage, very quickly. And Vice President Dombrovskis, please sit here on this chair. So, as you will see, we have 5 very distinguished speakers.
and less than an hour for this session, particularly now that President Juncker is already with us. So I very much have to ask you to please all stay within your speaking times so that we can hopefully have a couple of minutes of discussion at the end to wrap up and to perhaps also put forward some actionable ideas before President Juncker delivers his keynote. Okay. Very good. So with that, I would first like to introduce Valdis Dombrovskis, Vice President for the Euro and Social Dialogue, also in charge of financial stability, financial services, and capital markets union, to take the floor. Now, Vice President Dombrovskis, you have been directly involved in steering the social pillar initiative, and the response to the public consultation has been very large. I'm sure that's been mentioned several times here today, but I'd be very interested to hear what are some of your personal key takeaways from the public consultation. And with that, may I ask you to please welcome Vice President Dombrovskis. Thank you, Anne. Honorable President Juncker, Honorable Commissioner Thyssen, dear ministers, representatives from the EU institutions, social partners, and civil society, ladies and gentlemen. So, for a start, to respond to your question, if there is one thing the Commission's proposal to set up the European Pillar of Social Rights has made abundantly clear, it's the broad support for an enhanced social dimension of European integration. Institutionally, the EU may not have a great deal of power over social legislation, but our social model is a key component of what it means to be European. It makes us who we are as a political project. The EU has been and should be an engine for upwards convergence. And it's vital to our image of what we want to be as a society. Solidarity is part of Europe's DNA. To balance the current realities with aspirations for the future, to combine subsidiarity and solidarity, this is the ambition of the social pillar. We all agree on that. The real question is how. How do we get the momentum to move forward, even if each member state decides on its pace and potential? With President Juncker's initiative, we raise the level of ambition for a more social Europe. The Commission's proposal for a social pillar is about modernizing the current acquis. It's about supporting upwards convergence through better education, skills, and fair working conditions, about guaranteeing a European social model that is fair and sustainable. A message that clearly came out of the consultations was that the pillar should build on the existing achievements, processes, and instruments. We are not reinventing a wheel here. Rather, we are continuously improving what we have already. A lot of work had been done to streamline the European semester. Social indicators and impacts are now fully taken on board in the way we target structural reforms, improve the quality of public finances, and boost investment, or what we call the virtuous triangle of economic policy. The emphasis is especially on social fairness to deliver more inclusive growth. This year's annual growth survey priorities explicitly aim at an economic recovery that benefits all, especially the weaker in our societies. With the pillar, we need to build on that experience and strengthen what has been proved a good framework to monitor progress. Our existing governance framework is fit for purpose. It brings economic and social issues together, indeed sees them as two sides of the same coin. The debate has yielded already some very insightful opinions. I wanted to thank the governments which actively participated. They broadly welcomed the pillar as a way to reconnect with EU citizens and supported its focus on upwards convergence. Similarly, the supportive role of the European Parliament was much appreciated. We will rely on its engagement in the months and years to come when concrete proposals will be tabled. And we were therefore very pleased to see the newly elected President of the European Parliament, Antonio Tajani, to address the conference. From the onset, the Commission has been committed to strengthening the role of social partners in European Union decision-making process
and their voices need to be heard when decisions are made, including at national level. Social partners' involvement in the consultations process of the social pillar has also been vital. In general, we had a major response to the consultation with 950 single contributions by individuals and organizations and a total of more than 16,500 contributions. With two-thirds of them coming from national level organizations, we have succeeded to reaching to the wider audience as well. It's widely acknowledged that guaranteeing the sustainability of our social model demands throughout reform. Reinforcing the financial foundations of our welfare systems, adopting existing rights to the changing nature of work, improving the provisions of skills and lifelong learning, fine-tuning the way labor markets and social protection systems work. One of the difficulties, as the European Economic and Social Committee contribution rightly stressed, lies in giving this broad discussion a proper focus, while at the same time respecting subsidiarity and social dialogue. As the Committee of Regions highlighted, we also need to give a voice to local and regional authorities, which often have a crucial role to play in active labor market policies, education, and social support. The Pillar of Social Rights feeds into wider debate about the effectiveness and resilience of Europe's economic and monetary union, for which the framework was outlined in the Five Presidents' report in June 2015. In the upcoming white paper on the future of EU and reflection on the deepening of economic and monetary union, we will carefully reflect introduction with the European Pillar of Social Rights. Both proposals will provide a combined effort to boost competitiveness and convergence, job creation and well-being across and beyond the euro area, of which both citizens and the economy can benefit. It makes this discussion all the more timely and relevant. Inevitably, there are various views on how to make it happen in practice. Do we need more legislation on social issues or rather better enforcement of the existing legislation? Are binding standards needed, or do we focus on the process of convergence in order to make our economies more resilient? You don't launch a discussion such big and complex as this with everyone agreeing. So the work continues. We will soon present a roadmap setting out implementation of the pillar until the end of this Commission's mandate. And we count on your continued active involvement to make the European Pillar of Social Rights a success. Thank you very much. Thank you very much, Vice President. I think it was extremely interesting also to hear some of the different views and get also some of the numbers of the contributions that have been received, which, as you indicate, are very sizable. I would now like to turn to George Dassis, the President of the European Economic and Social Committee. Mr. Dassis, the Economic and Social Committee has been strongly involved in the consultation. It was just mentioned, and you also organized a number of consultation events. I know that several groups within the Economic and Social Committee have worked on the pillar, so it'll be very interesting to get your views, and I invite you, ideally, to give your remarks from your seat. Thank you. Ça marche? Oui. J'espère que vous n'avez pas eu peur que je me lève. Bon, c'est peut-être la première fois que j'ai été obligé d'écrire un texte, et voilà que je ne peux pas le lire. C'est pas grave. Et tout d'abord, Madame, je tiens à remercier Jean-Claude Juncker, pas parce qu'il est là, et Marianne Thyssen, donc la commissaire en charge des affaires sociales, le président de la Commission européenne, bien sûr, le vice-président, pour avoir organisé cette conférence, parce que c'est un événement important, mais aussi et surtout pour avoir lancé cette initiative sur le socle européen des droits sociaux. J'ai souvent dit, et je suis capable de le redire jusqu'à la fin de mes jours,
que la Commission européenne doit proposer, je dirais même doit secouer le Conseil des ministres, parce qu'elle en a le pouvoir. Et cette fois-ci, la Commission européenne a osé formuler une proposition. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, en ayant écouté le matin, en ayant discuté avec des amis et autres, il me semble qu'il y a la quasi-unanimité sur la nécessité de changer de cap. Et je dirais de passer des paroles aux actes. Alors, le Comité économique et social européen, comme vous l'avez dit, il regroupe l'ensemble des organisations sociales représentatives, non seulement des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs salariés, mais aussi notre troisième groupe comporte un grand nombre de représentants d'associations de 28 pays membres. Je remercie d'ailleurs le vice-président qui, je constate avec plaisir, qu'il a déjà lu l'avis qui a été adopté sans voix contre par notre section des affaires sociales. Et j'espère, en tant que président de l'institution, que dans cette même salle, mercredi prochain, ce même avis sera adopté à l'unanimité. Eh bien, c'est vrai que nous avons innové. Nous avons innové sur deux dossiers, je dirais. D'abord sur les réfugiés et les migrants. En novembre 2015, nous avons décidé non pas de faire un avis en lisant ce que la presse dit, mais aussi en allant sur place. C'est comme ça que nous avons envoyé 28 missions. Pardon, nous avons envoyé dans ce cas-là 12 missions, dont une en Turquie. Et nous avons remis notre rapport au commissaire Avramopoulos, qui en a tenu compte d'ailleurs lors des propositions qui ont été formulées par la Commission européenne. Dans le cas du socle des droits sociaux, c'est 28 débats que nous avons organisés dans les pays membres, y compris le Royaume-Uni. Et dans ces débats ont participé environ 1800 militants de tous les niveaux au plan national, plus un peu plus de 100 membres du comité économique et social qui ont participé à ces débats. Nous avons voulu ainsi faire entendre la voix de la société civile organisée, non seulement à travers des écrits, mais à travers des débats qui ont été organisés dans les 28 capitales. Alors notre avis, qui sera, comme je vous l'ai dit, adopté mercredi prochain, il formule des propositions concrètes. Mais j'aimerais, avant de faire un commentaire sur ces propositions, parce que le texte vous sera distribué, j'espère, mercredi soir, je voudrais faire un commentaire sur la situation générale. Les citoyens, les jeunes et les moins jeunes, soit ils oublient, soit ils ignorent complètement tout le formidable acquis que nous avons eu grâce à l'existence même de cette union. Si bien qu'aujourd'hui, l'union et ses institutions sont ressenties comme la cause première de la dégradation de la situation sociale, et les populistes et autres démagogues ont beau jeu de faire croire au peuple que la solution serait le repli sur soi, serait aller dans l'égoïsme, dans l'encrainte d'autrui, ou encore pire, aller dans le sens de la haine de l'étranger, dans le démantèlement de l'union et dans le retour à ce qui prévalait avant ces progrès, c'est-à-dire, en fin de compte, ce qui prévalait quand il y avait des frontières, des guerres, avec leur cortège d'horreurs abominables. Il faut mettre un terme à cela, et rapidement. Il faut que l'Union et ses institutions s'occupent de façon concrète et tangible du sort des citoyens, et il faut qu'elles le fassent savoir.
parce qu'il est triste de constater qu'on parle beaucoup plus souvent de l'Union lorsque ça va mal, et on parle beaucoup moins, pour ne pas dire souvent, on ne parle pas de tout ce qui va bien, et s'il va bien, c'est grâce à l'Union. Bon, je ne suis pas en train de faire la révolution ici, ce n'est pas l'endroit. Simplement, je tiens à rappeler les articles 2 et 3 de notre traité, du traité actuel. Là où il est écrit que l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Et là où sur 10 lignes, pratiquement, vous trouverez 5 fois le mot social. Mais on devrait lire ce genre de textes, on devrait même les distribuer dans les écoles. Parce qu'il est triste de constater que nos jeunes n'ont pas un cours d'histoire de l'Europe, mais ils ont des cours nationaux et souvent dans ces cours, on enseigne juste les victoires. Il serait bon que nos jeunes savent ce que signifie l'Europe, savent que s'ils ont pu naître en paix, vivre en paix, ils le doivent en grande partie à cette existence. Voilà donc, j'ai été particulièrement heureux lorsqu'en réponse à mes préoccupations, j'en ai parlé au président Juncker. C'était, je crois, au mois de mars 2016. Et je lui ai demandé de nous impliquer dans l'élaboration du texte pour les socles des droits sociaux. Et je les remercie de nous avoir saisis. Et nous avons dû travailler durement avec 3 rapporteurs, les présidents des 3 groupes. Et je suis heureux de vous annoncer que nous avons une fois de plus été capables d'arriver à une proposition à l'unanimité. Ce n'est pas une première pour le comité. La Charte des droits sociaux fondamentaux, c'est aussi un texte qui est sorti du comité, et c'est ce texte même aujourd'hui qui fait partie intégrante des traités. Eh bien, les temps pressent. Je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais je tiens à insister au moins sur un point. Ici, il y a unanimité par rapport à tous ceux qui ont pris la parole. Oui, je vais terminer maintenant. Égalité de traitement. Hein? S'il y a unanimité ici et que ça n'avance pas, c'est que les décisions sont prises ailleurs. Et ça, je ne vais pas accepter. Ce que je veux demander aux décideurs, et je m'adresse d'abord à la Commission européenne, de continuer à oser, à proposer. Je suis conscient que la Commission ne peut pas décider des politiques des États membres, mais elle peut proposer, elle peut les embêter, si vous me passez l'expression. Et aux États membres, il faut qu'ils prennent position par des actes. Parce que faire des beaux discours, je suis capable d'en faire des meilleurs. Il faut qu'il y ait des actes. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on cite les chiffres, 25 millions de chômeurs, 40 millions de pauvres. Combien de millions il y en a qui n'ont pas de quoi manger? Notre comité, une de ses propositions a été d'instaurer un revenu minimum. Eh bien, il est temps de penser sérieusement. Qu'est-il devenu cette richesse produite qui a été augmentée en flèche? Où est la distribution équitable? Ou en tout état de cause? Où est l'humanisme? Une distribution d'une partie de la richesse afin que les êtres humains, d'où qu'ils viennent, les êtres humains qui vivent sur le territoire de l'Union, ne crèvent pas de froid et de faim. Voilà donc le mérite de cette grande conférence. C'est peut-être secouer un peu la situation, c'est rappeler que si on continue comme ça, rien qu'avec des discours, demain, c'est l'extrême droite, c'est les racistes, c'est les fascistes qui vont prendre le pouvoir dans différents pays. Et ces gens-là, on le sait, l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Le pas suivant, ça sera de faire la guerre les uns contre les autres. Nous devons éviter cela. Nous devons le faire pour nous et surtout pour nos enfants. Et j'ai dit à dire, Monsieur le Président de la Commission, que le Comité économique et social européen sera à vos côtés, Madame la Commissaire, Monsieur le Vice-président, sur toutes les propositions que vous ferez et qui vont dans le sens de renforcer notre union plus démocratique, plus sociale, notre union qui doit être proche de ses citoyens,
C'était le slogan de ma présidence. Je vous remercie et je m'excuse si j'ai dépassé le temps. Thank you. Thank you for a very forceful intervention. And I didn't mean to be rude, but we need to wrap up this session at 5:15, and we still have three more speakers. And I was hoping that maybe we have a little bit of a discussion, if that's not too ambitious. And with that, it's a great pleasure to introduce Karl-Heinz Lamberts, first Vice President of the Committee of the Regions. And the Committee of the Regions, of course, also very closely followed the consultation and the work on the Pillar of Social Rights, albeit from maybe a little bit of a different perspective. It was already mentioned, the importance of regional actors, so it's wonderful you can be with us. Over to you for a maximum of, let's say, between 5 and 8 minutes. Maximum. Merci beaucoup, je ferai un grand effort, mais permettez-moi quand même d'abord de vous féliciter. Quand je regarde dans cette salle, je suis très heureux de voir à cette heure-ci presque autant de gens que ce matin. Ça veut dire que le sujet vous a intéressé et vous êtes d'accord qu'il est très important. Et en effet, il l'est. La réflexion sur le devenir de la politique sociale européenne doit être au cœur de la réflexion sur le devenir de l'Union européenne dans son ensemble. Et je crois que tout le monde a conscience pour le moment que toutes les bonnes volontés doivent être mobilisées pour réussir cette tentative de préservation et de développement de notre Union. Et là, évidemment, la dimension territoriale, les communes, les régions, est appelée à jouer un rôle important. Parce que c'est finalement là-bas que les gens décident en fin de course s'ils trouvent que l'Europe est quelque chose de bon ou de mauvais. Si le citoyen, devant son bourgmestre, peut comprendre que ce qui se passe chez lui dans sa ville profite de ce que se fait dans ce fameux Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg, alors nous avons, je crois, réussi. Nous sommes ici dans le bâtiment Charlemagne. Cela m'inspire de vous inviter à un petit voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, allons à 140 km d'ici, à 150 km d'ici, dans la ville natale de Charlemagne, Aix-la-Chapelle, Aachen. Et dans le temps, retournons à mai 2006. En mai 2006, comme chaque année, s'octroyait à Aachen le prix Charlemagne. Il est octroyé à l'actuel président de la Commission européenne, qui à l'époque était le Premier ministre du Luxembourg. Et il a fait à ce moment-là un discours vraiment remarquable, comme très souvent, sinon toujours. Et il a dit ceci: en 2006, si nous ne parvenons pas dans les 10 prochaines années à faire en sorte que cette construction très efficace en termes de politique économique qu'est l'Europe devienne également une Union européenne efficace en termes de politique sociale, impliquant aussi une réduction du chômage de masse en Europe, l'Europe échouera. Nous sommes maintenant 10 ans et 6 mois plus loin. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous sommes déjà parvenus à ce résultat. Tout au contraire, au moment où nous nous préparons à célébrer le 60e anniversaire du traité de Rome, la réalité est parfois très sombre. Un quart de la population de l'Union européenne est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Plus que 70 millions d'Européens ne savent pas lire correctement. Des millions et des millions de jeunes se trouvent sans emploi. Néanmoins, nous vivons sur un continent où ça va encore beaucoup mieux qu'ailleurs dans le monde. Mais ce n'est pas un argument. Au plus, ça peut être une impulsion, une inspiration.
il y a urgence pour améliorer les choses et l'Union doit vraiment revenir à son intention initiale et de réaliser son but d'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi pour ces peuples. Et l'Union a reçu notamment le prix Nobel de la paix aussi parce qu'elle est parvenue à faire cela. Pendant très longtemps, l'Union, c'était l'espoir pour une vie meilleure. Aujourd'hui, pour les bonnes et aussi pour beaucoup de mauvaises raisons, pour beaucoup de gens, l'Union européenne se lie à une dimension de peur. Et là aussi, je me permets de faire à nouveau référence au discours de M. Juncker en 2006 avec sa chapelle. La crise économique et financière, la crise migratoire et le Brexit et toute autre crise qui nous attend pour le moment peuvent se résumer finalement à un élément essentiel. Nous vivons en fait très fondamentalement en Europe une crise de la solidarité. L'Europe, c'est la liberté et la solidarité et un lien très complexe et interdépendant entre les deux. Et nous avons fait beaucoup pour la liberté, nous avons fait beaucoup pour la solidarité, mais pour l'instant, la solidarité n'est pas vraiment au rendez-vous comme elle devrait l'être. Et en 2006, le président Juncker disait aussi qu'il ne suffit pas de réduire l'Europe à une simple zone de libre-échange. C'est un passage très poétique de son discours de l'époque, surtout si on le cite en allemand. Ça doit être plus. Et ce plus, c'est nous qui devons le construire. Nous avons la chance, mais nous devons encore faire beaucoup. Si l'évolution de nos sociétés dans le contexte de la globalisation peut offrir de belles opportunités aussi pour de la nouvelle solidarité, ce qui nous manque surtout, c'est cet élan qui fait que nous ne calculons pas tout en termes de contributeurs nets ou contributeurs bruts, que tout ne se calcule pas tout d'abord par rapport à l'effet immédiat que ça a chez soi-même, dans son pays et dans sa région. Non, c'est la cohésion de l'ensemble qui est importante. Et comme le disait très justement ce matin Madame la Commissaire, l'économique et le social sont indissolublement liés. On ne peut pas réussir l'un sans l'autre, en tout cas pas si on veut un modèle de société comme celui qui caractérise l'Europe. Alors personne ne sait définir le modèle social européen, mais il faut plutôt aller en Chine et de plus en plus maintenant aussi aux États-Unis ou en Afrique pour comprendre ce que c'est. Quand on vient de là et on retourne chez nous, on sait ce qu'on a de précieux avec notre système social européen. Et c'est cela que nous devons maintenant parfaire. Et comme comité des régions, nous avons également déjà pris l'initiative de formuler un avis. C'est notre collègue Höfer de la belle ville allemande de Altenkirchen qui l'a présenté en octobre dernier. Et nous nous sommes à ce moment-là aussi entretenus très longuement avec Madame Maria Rodriguez qui est venue nous voir. Nous avons discuté aussi en perspective de son rapport qui vient de sortir et qui mentionne d'ailleurs, en ce qui nous concerne, un élément très important, parce que ce rapport dit que la réalisation des droits sociaux dépend également de politiques et d'instruments qui soutiennent la cohésion territoriale, ce qui est le core business du comité des régions. Nous devons continuer, nous devons réussir d'autres performances et nous devons aussi réussir la synergie entre la politique sociale et la politique de stabilité et de croissance. La dimension sociale doit devenir un aspect fondamental aussi du dialogue entre la Commission et les États et les régions quand on parle du semestre européen. Et il faut aussi une certaine flexibilité au niveau des critères de convergence si nous voulons réussir des projets et des activités qui permettent à la population de croire à nouveau
en Europe. Tout cela est très important, c'est un enjeu de tous les jours et hélas, tout le monde n'est pas toujours sur la même ligne en Europe là-dessus, mais ça c'est aussi la démocratie. Ça ne sont que les populistes qui disent qu'ils sont les seuls à avoir raison, mais malheureusement il y en a pas mal actuellement en Europe. Et dans notre avis, et je terminerai par là, nous avons essayé de souligner trois choses d'une manière plus particulière. Concernant le premier chapitre de l'égalité des chances et de l'accès au marché du travail, nous insistons sur le besoin de conditionner l'accès des entreprises aux fonds européens au respect des normes régissant les contrats de travail dans ces entreprises. S'agissant du deuxième chapitre qui aborde les conditions de travail équitables, notre comité préconise que l'on renforce le rôle du dialogue social dans la fixation des salaires. Et enfin, pour le troisième chapitre consacré à une politique sociale adéquate et viable, nous essayons de soutenir l'idée d'une garantie d'un revenu minimum partout en Europe. Et nous insistons aussi tout particulièrement à une dimension existentielle de la dimension sociale, à savoir le logement. Voilà les choses qui nous semblent importantes. Et nous sommes prêts à nous engager à côté de tous les autres pour une véritable Europe qui atteint ce triple A dont on a si souvent parlé, et qui évidemment nécessite qu'on ne diminue pas les standards vers le bas, mais qu'on essaye de les monter plutôt vers le haut, tout en sachant évidemment que tout doit aussi se payer. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Mr. Lamberts, for these very interesting remarks. We are now going to the social partners, which of course have also very actively participated in the consultation, in the process that led now to the Pillar of Social Rights. It's wonderful to have you here. We look forward to learning from your experience. Let me first turn to Markus Beira, Director General of Business Europe, for his remarks, please. Well, thank you, Anne. Good afternoon. Well, let me thank President Juncker for being here with us early. It's a great privilege, and to Marianne Thyssen and Valdis Dombrovskis and Michel for the whole work. Also, a lot of respect for Maria João's report. I had a close look. I mean, you know from our debates I don't agree with everything, but I think there is very constructive ideas in there. We can have a continuous chat. But what was interesting to see that not everything is in the report like it was, let's say, highlighted by the press, which maybe will make the debate a little easier. Well, we have distributed a little paper we produced together with federations, and the title is a bit programmatic, saying more competitiveness to sustain the social dimension of Europe. So this is where we come from, and this is how we see it. So what do we mean? So of course we fully support sustainable development alongside all three pillars. And I think Marianne touched upon this this morning, as far as I've heard, which means we want a highly competitive social market economy. And of course we want to go back to full employment. And of course and on this I very much agree with many things which have been said. We think it's a shameful situation, the level of unemployment we still have. But now, of course, we need to think what is the things we can do to improve the situation. And there's a lot of work to do, but at the same time, and populism has been addressed, at the same time, I think we have to be very careful not to have only negative messages. And I had a look at a number of key figures and tried to dig out some very clear positive figures. So, for instance, the last Eurofund Working Conditions Survey, I think I've seen the Director General somewhere here over coffee break, is coming to the conclusion that 85% of the respondents were satisfied or very satisfied with the working conditions. It's not a bad start. Then, I mean, a lot has been said about poverty, but we could see that 2015, last figures we have available, around 3.5 million people less than in 2014 were in the risk of poverty or social exclusion. Still not where we would like to go, but of course there is a positive development, so let's also highlight the positive things.
But as we see it, and I said it, and this is said in the title of our paper, improving Europe's global competitiveness is the only and best way to a long-term sustainable addressing of our social problems in Europe. And we all know Europe is a very specific place, the best place in the world to live, and certainly having, and I have to be careful because sometimes I have debates about whether or not we have a model. Of course, sometimes our model is expressed in 28 sub-models, but I think, let's say, our overall European model certainly is the best in the world. But of course, we also need to see, and you all know this, we're 7% of the global population. We produce 22%, and I had a debate with my people today. Recently, some 2 years ago, it was still 24%, so still, but it's 22% of the global GDP, and we are providing for 40% of social spending. So, but all this, of course, does not make up with the fact that we are still only halfway to catch up with pre-crisis unemployment level and to go down to pre-crisis unemployment level. And this we very much acknowledge. And therefore, of course, the Pillar of Social Rights will have a key role. But of course, we think it should acknowledge that we need to take care of the changing labor market conditions. There is changing consumer needs. Therefore, companies have to adapt to this. There's new technologies, there's new work organization models, and it's very difficult to come along with a one-fits-all. And therefore, we need to take account of this. And as we see it, companies need flexible, dynamic, and mobile labor markets in order to be able to create the jobs we will be needing in order to bring the level of unemployment down to pre-crisis levels. And this concerns working time, this concerns wages, and this concerns contracts. We need to do better in creating the right incentives, meaning the incentives for companies to create jobs, but also the incentives to go to work. And I don't mean to be cynical. I'm aware that there is places where you cannot go to work. I totally acknowledge this, but we also have systems, we also have policy fields where we can see that the policies come to a situation creating obstacles in the labor markets for young people, for older workers, for women. And this is things we also need to have a closer look when we go forward in the debate on the pillar. And therefore we think in order to create the right situation to go forward, we need to implement labor markets reform better than we did in the past. I know that the word reform is a very difficult meanwhile, but the reforms I'm talking about is the ones we already have agreed upon, but which have not been implemented in the member states. The ones we have agreed upon in the country-specific recommendations and up to the reform barometer we do once a year have only been implemented by around 20%, which of course is not enough to come to the real changes in the national labor markets. But to come to the European social pillar itself. Of course, we support the strengthening of European coordination of national policies in order to improve economic development. That's the first step. And of course, building upon this, the gradual convergence of living and working conditions. But as we see it, the right instrument to do this is the European semester. This should be the main vehicle. And of course, social partners should have a role because otherwise it's very difficult to create ownership and to come to the implementation I was just talking about. And this is something Luca and I, we very much try to work together to make up for the involvement in some member states where we don't yet have it. So I think on this we still need to make progress. But of course all this needs to be based on the respective competences, social partners' autonomy and subsidiarity. But when I read Maria João's report this morning, I've seen that the wording is very carefully designed around these necessities as well. So coming towards the end, and you see we are all very disciplined not to stand up and we try to make up for time. Well, we think that well-designed benchmarks can be a very good compass for necessary national reforms in order to increase the performance of the labor markets and the social systems. But again, as we see it, they should be part of the semester process
and there should not be a parallel process. And we should also try to avoid duplications where we already have good indicators, like the scoreboard of key employment or the social indicators. And again, we also think that, of course, in the benchmarking, we should fully respect all the crucial points I have just stressed. But as one final thought, is what I didn't plan, but when President Tajani was talking about industry policy, and I've just recently read another analysis of the Council conclusions, European Council conclusions of the month of December, asking the Commission and the Council to come up with an update of industry policy. So now with two institutions going this direction, I'm pretty sure we'll enter again a very constructive debate with the European Commission in order to create another pillar of what we want to achieve here to reduce unemployment and go back in the direction of a higher level of employment. Thank you. Thank you so much for really a very interesting set of remarks. And last but not least, we're going to Luca Visentini, Secretary General of the European Trade Union Confederation. It's a pleasure to have you with us. Over to you. Thank you very much and good afternoon, everybody. Well, first of all, I would like to thank Jean-Claude Juncker, because I think launching the social pillar, this initiative for a social pillar, you really matched the point. You really understood which is the problem, the major problem that citizens and working people are facing at the moment in Europe. And I would like also to thank Valdis Dombrovskis and Marianne Thyssen for the efforts they put in place to try to implement this idea of having a social pillar. We try to participate as much as possible in this consultation as the trade unions. Our people, trade unionists, trade union members, workers, they sent more than 15,500 replies to your consultation. And this was because we wanted to communicate to the European Commission a sense of urgency regarding the fact that working people are aware that the social situation of Europe is really problematic, and that they have big and positive expectations towards the European Commission to be delivered in this field. We all face populism, xenophobia, mistrust in the European institutions, in the elites, in politics, but also in trade unions. We had some surveys among our members, and we know that 1 out of 4, if not even 1 out of 3 trade union members voted for populist movements. Sometimes for xenophobic movements, they voted for Brexit. Does it mean that workers are racist, that workers are populist? We don't think so. We simply think that our members, working people, are totally afraid about their future. And they are looking for someone able to solve their problems and to protect them, as you, Jean-Claude, said in your first speech in front of the Parliament. We want a Europe that can protect, and this is exactly the key message that we need to give to citizens and working people through the social pillar. But to do that, we need to reach out to people, and this is not automatic. This is not too easy to be done, because very often all we in this fortress that is the European institutions, but it's absolutely the same for the national institutions. We don't speak the same language as common people. We are not able to properly understand their problems, and very often we are not able to provide concrete solutions. So this is the biggest challenge if we want to deliver a real social pillar. Speak the same language, understand the real problems, and try to provide solutions. I was really happy in listening to the introduction of Marianne Thyssen this morning, because Marianne listed a very comprehensive list of fundamental and positive principles that should be at the basis of the social pillar. Now we will have to see how to transform all this in action, as Minister Bartolo said in the second intervention. But then I attended a couple of workshops in the morning and in the afternoon, and I was a little bit disappointed,
because I have seen again the same old rhetoric concerning employment, that it was about skills, self-employment, entrepreneurship, etc., etc. I want to be clear. We as trade unions are not against skills, we are not against entrepreneurship, we are not against self-employment, we are not against these dynamics in the labor market, but come on, let's be sincere and frank among ourselves. We cannot go to a young person that is an engineer with a very high-level skills and degrees that is obliged to deliver pizzas in town because there is no job available for him or for her as an engineer, and talking about skills and about entrepreneurship. We cannot go to a guy that is employed in an online platform and that is not able at all to bargain his remuneration, is not able at all to reach a pension at the end of his or her career, is not able at all to benefit from social protection systems and talk about skills and about entrepreneurship. And we cannot go to a miner in Bulgaria or in Poland. I don't know if you ever met a miner in your life. There was a very brilliant employer in the digital economy in one panel this afternoon that asked the groom, who among you is able to speak Chinese? And only one hand was raised up. So if I ask all of you, who among you met a miner in his or her life, probably very few hands. Well, it's really better than Chinese, as you can see. Yeah, I know that Jean-Claude met several miners. But you cannot go to a miner, you could be killed, talking about skills and about entrepreneurship if this miner don't have any possibility to find another job when his mine will be closed up because of transition in the labor market towards green economy, digital economy, etc., etc. So if we want to reach out to people, we need to deal with these real problems, and we have to be sincere with ourselves and also with the people we are talking to try to make sure that we can provide them with some solutions. Having said that, we have 5 points, very simple ones we would like to see included in the social pillar to make sure that we can deliver. The first one is about job creation. We have still 20 million unemployed people in Europe, and we have still almost 100 million people at risk of poverty. So we need, first of all, to create new jobs. We cannot manage to have proper social rights or proper social protection systems or sustainability of our welfare state without addressing and resolving the problem of unemployment. With no jobs, there are no taxation, there is no social contribution, there are no social rights. The first emergency of the European Union is to solve the problem of unemployment. And to solve the problem of unemployment, there is one fundamental thing to be done in the social pillar, that was what was Marianne Thyssen mentioned this morning, to link up the social pillar with the economic governance of the European Union. The social pillar must be framed into the European economic governance, and we have to make sure that we have a different policy for sustainable growth in the European Union. We had only austerity and cuts so far, and they didn't produce any improvement in employment. So it's important to have not only an European economic semester, we want to have also a social semester that should be part of a strategy, a sound strategy to achieve sustainable development and growth. The second element to make this real is investment. Jean-Claude Juncker launched a fundamental plan for investment. We back this plan, we support strongly this plan, the first phase, the second phase, but there is something still lacking, that is public investment. And without mobilizing public investment, especially for education and training, for infrastructures, for innovation and research, for social investment, for social infrastructures, without mobilizing this kind of public investment, it will be impossible even to trigger private investment. So we need really a sound European strategy for public investment, and we think that the social pillar should contribute to it. And we need to redirect part of the projects that are part of the Juncker plan, as also the structural funds of the European Union, to redirect this funding to social investment and to make sure that there are very sound financial bases behind the social pillar.
Third element is about wages. We had a wage collapse in the European Union that meant a collapse in internal demand in our economy, and this destroyed also our capacity to grow. And this collapse in internal demand also implied an incredible increase in inequalities, and also inequalities and divergences that exist in the European single market are affecting our potential to deliver more competitiveness and productivity. So there is another emergency in Europe that is about wages. We need to boost better collective bargaining at the national level to make sure that social partners can deliver better wages for people, because better wages for people means also more employment and better economy for all. And we want, again, to have this into the social pillar. That means also boosting social dialogue, capacity building, and collective bargaining. Fourth point is about transition. I mentioned a minor, but you know, when we speak about digital economy, when we speak about greening the economy, etc., etc., this is the future for not only work, but also the economy. But we have to make sure that for 10 jobs that are destroyed, and this is unavoidable, at least 11 jobs are created. If we are not able to do so, the only alternative we will have is to ensure a minimum income to everybody. But how are we going to pay for a minimum income if we don't have created 11 jobs against 10 jobs that have been destroyed? This will be impossible. So this element about a just transition linked to job creation is really crucial to be included again in the social pillar. And finally, last but not least, our social model. We are really convinced, also because this conviction is based on figures, on data, on reality, that the social model is not a burden for competitiveness and growth. It's an added value to boost economic recovery, and also it is an added value to tackle inequalities. But you know, to make our social model sustainable and to make sure that rights can be benefited by everybody, we need really to intervene in the framework of the social pillar, to extend rights to everybody, and to make sure that there is universal access to social protection systems. These are the elements we would like to see in the pillar. We know that the European Commission is really willing to include these elements in the pillar, but you know, to do so, it's really important also to have a look at the process. So we would like to underline 3 or 4 points concerning the process very briefly. First, we would like to see the European Commission now. We have seen the principles, we agree on all these principles, but now we need to have some proposals. And we want to participate in the discussion about these proposals. Second, we would like these proposals being really in line with what the European Parliament has discussed, and we think that the Maria João report is really a fundamental basis to deliver proper ideas and concrete measures in this respect. Third, we would like that in the fundamental summits that are going to take place in a couple of months in Valletta and in Rome, the social dimension, the social pillar, are part of a general vision about the future of Europe. And finally, we really ask the labor ministers that are still in this room, there are several of them, please be in touch with the finance ministers of your country and tell them that we want to talk to them and we want to be involved and included in the economic governance they are putting in place. Because if we continue to keep separated our economic policy from our social policy, the labor ministers will have only one work to deliver in the oncoming years. That will be to deal with unemployment and poverty, while the finance ministers are creating unemployment and poverty. And this is something that cannot continue like that. So please, please, please put together economic policy and social policy and make sure that we can really build up a better Europe for all. And thank you so much, Mr. Visentini. Gentlemen, I have to confess, you tested me as a moderator because you all went over time. So we are now essentially out of time. But what I want to offer is, it is clear that the stakeholders are very engaged, and it's very important and hugely appreciated. Vice President Dombrovskis mentioned we received over 16,500 contributions. And sitting where I sit now, I know how difficult it can be to make sense out of so many contributions. So I will ask you, in 20 seconds or less, and I'm looking at the people who deal with the microphones to help me cut them off if they take more than 20 seconds, to give us one concrete action
that you recommend that we do? Because we heard so much, but if you had to narrow it down to one concrete action, what would it be? Maybe we go in reverse order. Mr. Vicentini. One action, 20 seconds or less. We have 70, 90, Marianne, you can help me, directives in the European framework about social issues. The European social acquis is made out from, no? Action. Yeah. So the first action is to make sure that these 70 or 90 directives are really enforced and implemented at a national level. Okay. This is not the case in most of the countries, unfortunately. Very good. Thank you so much. Mr. Bayra. Well, the social problems in Europe don't stem from not enough social legislation. They stem from a lack of competitiveness. So we need to work on this alongside the whole line. And one instrument is to implement the reforms in the member states we have agreed to implement since a long time. Very good. Thank you very much. Mr. Lamberts. Celui qui travaille du jour au lendemain, du matin au soir, doit pouvoir vivre avec ça décemment. Very good. Thank you. Mr. Dassis. Une proposition, ne pas laisser les gens crever de faim. Donc instaurer un revenu minimum pour tous, financé par un fonds européen, afin d'envoyer un message de l'Union européenne vers les citoyens. Very good. Thank you. Vice President Dombrovskis, you don't have to participate if you don't want to. Your boss is sitting in front of you. I don't know. Well, I will try to squeeze a bit more than one. Tax systems, shifting away tax burden from labor to less other tax bases, less detrimental to growth, better targeting of social systems, still, I would say, skills, lifelong learning, and also implementation, if possible, also widening of youth guarantee, youth employment initiative. Thanks. Excellent. Thank you. As moderator, I will add my own. Speak with youth and not only about youth. And with that, I don't mean to be rude, but I have to now ask our panel to please step off. So I can introduce someone who really needs no introduction, and that is, of course, Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, who's been with us now for, I think, some 45 minutes. I want to commend you on that, President, because it really shows how deeply you care about these issues. And I think it goes without saying, and it's very evident to everyone in the room, that you have made this agenda the hallmark of your mandate at the European Commission. And I know we are all thrilled and honored to have you with us. You will deliver the closing remarks, and I couldn't be happier to introduce you and ask you to come up on stage. Please give him a warm round of applause. Du warst so geduldig. Dear Anne, Ministers, Vice President, Commissioner, dear friends, ladies and gentlemen, I came earlier because I'm always impressed by the fact that I'm asked to deliver concluding remarks, although I was absent during the whole debate. And that's why I wanted to listen carefully to my friends on the podium being part of the panel. I came earlier because I have to leave earlier. And we are running out of time, but nevertheless, I'll stay not as long as you want. I would like to hope that you would like to stay me as long as I could, but this is not possible. Je suis très impressionné par le fait que, yes, English is an outgoing language of the European Union, so we have to become used to the fact that other official languages are employed at the very same, with the very same intensity than this was the case for English. And so I will switch into French, maybe into German, but not in Luxembourgish. Look, if I would ask who speaks Luxembourgish here, how many things? Yeah, moje. So Luxembourg is stronger than China because we have 3 Luxembourgish-speaking people in the room, whereas China had only 1.
Je suis d'abord impressionné par le fait que tout ce que nous disons à cette tribune est immédiatement transcrit sur l'écran. C'est la presque première fois de ma vie que je vois cette extrême performance de celui qui est responsable pour ce travail. C'est tout à fait... Vous faites partie du staff de la commission, j'espère. Yes or no? Yes or no? Yeah. Vous méritez, monsieur, mon salaire. Je suis venu ici parce que le sujet qui vous occupe, qui nous occupe, est un sujet qui m'occupe et qui me préoccupe depuis des décennies. J'étais dans mon pays ministre du Travail pendant 17 années, ensemble avec ma sœur Maria Joao. Les convictions restent, les fonctions changent, et j'ai toujours estimé que la dimension sociale de l'Europe était insuffisamment meublée. J'ai toujours plaidé pour la mise en place d'un socle de droits sociaux minimaux tant que j'étais ministre du Travail. J'ai plaidé pour la mise en place d'un socle des droits sociaux minimaux lorsque j'étais Premier ministre. Je continue à le faire, devenu président de la Commission. Et d'ailleurs, Luca, j'ai bien entendu ton invitation adressée au ministre du Travail de ne pas laisser le champ libre au ministre des Finances. Lorsque j'étais Premier ministre, j'étais en même temps ministre des Finances et ministre du Travail. Après avoir dégraissé le périmètre des compétences du ministère du Travail et du ministère des Finances, j'ai voulu garder non pas le contrôle, mais la faculté de pouvoir organiser la symbiose entre ce qui relève de l'économique et du financier et ce qui relève du travail et de l'emploi. En fait, c'était par paresse. Parce que, Premier ministre, lorsque vous devez discuter pendant des nuits entières avec votre ministre des Finances et votre ministre du Travail pour trouver les bonnes solutions, vous perdez votre temps. Mieux vaut garder entre ses mains toutes ses compétences. Cela se traduit par un gain de temps. Et pour le reste, lorsque vous dialoguez Premier ministre avec le ministre des Finances et le ministre du Travail que vous êtes, vous gagnez toujours le débat et la discussion. J'ai essayé de faire la même chose au niveau de la Commission, mais cela ne m'a pas trop réussi. Mais j'ai fait en sorte, comme je ne vois pas d'antinomie entre le financier, l'économique et le social, de charger mon ami Valdis Dombrovskis d'être le commissaire en charge, le vice-président en charge de l'Union économique et monétaire et du dialogue social, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et si jamais il y avait contradiction, il y a Marianne pour nous rappeler au bon ordre ce qu'elle fait et ce qu'elle doit parfois faire de temps à autre. Les choses avancent, mais elles n'avancent pas au rythme voulu. Nous avons toujours l'impression que nous sommes faibles, que nous échouons en toute matière et en toute chose, alors que ce n'est pas le cas. Le chômage baisse en Europe insuffisamment, et cela n'est pas une réponse à pouvoir être donnée à celui qui n'a pas d'emploi. D'ailleurs, Luca, il ne faut pas être syndicaliste pour connaître des mineurs, des travailleurs sidérurgiques. Je prétends que j'en connais plus que toi. Plus que toi, parce que j'ai passé ma vie dans le sud profond du Luxembourg, c'est-à-dire la région industrielle, sidérurgique, aciérique, devrais-je dire, du bassin luxembourgeois, carolingien, lorrain, et donc la vie des mineurs, la vie des ouvriers sidérurgiques n'a pas de secret pour moi, et je le regarde une sympathie intégrale, ce qui fait, pour le reste, que j'accorde beaucoup d'importance aux politiques industrielles plurielles de l'Union européenne, et notamment à la sauvegarde de la sidérurgie européenne, qui très souvent est en danger, parce que nous ne voyons pas les risques qui s'accumulent
sur la tête de notre sidérurgie. Je dis ici, comme je le dis ailleurs, en Chine par exemple, il faut que nous pratiquions la même politique de protection de notre industrie que ne le font les autres parties du monde. Il n'est pas acceptable que nos amis chinois ont une surcapacité de production sidérurgique qui, en fait, est le double de la capacité productrice de l'Union européenne. Et lorsque je vois que tout le monde maintenant s'engage sur la voie, à mes yeux, pernicieuse, terrible, d'un protectionnisme sans borne et sans gêne, il faut savoir que l'Europe est prête pour répondre à tous les défis que nous lancent les autres. Nous serons là lorsqu'on nous cherche. Je disais, mes chers amis, que les choses avancent. Le chômage est en baisse insuffisamment. Le taux d'emploi est en hausse. Il égale celui des États-Unis. Il a rejoint le niveau qui fut le sien pendant les années d'avant-crise. Et donc, on ne peut pas dire que tout serait pour le pire. Il y a des avancées notables. Création d'emplois. Nous avons créé sur les 3 dernières années 4 millions d'emplois en Europe. Ce n'est pas le mérite exclusif de la Commission, mais tout de même, comme je le disais et je le répète, les choses avancent. Voilà le moment venu pour parler et pour reparler de l'Europe sociale, alors que nous sommes aux prises avec toutes les difficultés, alors que nous sommes menacés de partout. Il s'agit de défendre, voire de développer le modèle social européen. C'est ce que fait ensemble avec Valdis et Marianne, et c'est ce que je fais ensemble avec Alan Larsson, qui est là, qui, avec moi, parce qu'il est notre conseiller spécial en la matière, a préparé le premier sommet de l'emploi qui a eu lieu en Europe. Ce fut aussi le dernier, d'ailleurs, en 1997, sous présidence luxembourgeoise, et donc je suis content qu'il ait pris le temps et qu'il ait mis l'énergie qui est la sienne pour nous assister dans l'élaboration du socle des droits sociaux que nous sommes en train de confectionner. Il est le plus grand spécialiste en Europe sur toutes ces questions-là, et je le salue amicalement et avec beaucoup de respect pour le savoir-faire qui est le sien et pour l'énergie qu'il met au service de cette grande ambition de la Commission. Parlant de lui, je repense à une période où l'Europe sociale ne faisait pas débat ni controverse. C'était l'époque de la présidence de Jacques Delors, président de la Commission, qui, en lançant le marché unique, a inclus dans le programme marché unique la dimension sociale, certes d'une façon non insuffisamment forte, mais tout de même, il a fait adopter par le Conseil des ministres toutes les directives en matière de santé et de sécurité au travail, en matière d'égalité hommes et femmes. Ce fut la grande période de la politique sociale en Europe. Si vous ajoutez à cela l'insistance qui fut la sienne lorsqu'il évoqua la nécessité de conduire un dialogue social en Europe qui méritait le nom, vous avouerez que c'est quelqu'un qui a du mérite en la matière, et nous voudrions être ses successeurs dignes en essayant de faire en sorte que non seulement nous ayons des triple A en matière économique et fiscale, mais que l'Europe aussi obtienne le triple A en matière sociale. Il faut avouer que nous sommes loin du compte. La politique sociale est partout. Lorsque nous avons lancé le plan d'investissement européen, l'idée derrière cette injonction lancée aux Européens de redécouvrir les mérites de l'investissement fut d'inspiration sociale. C'est le fameux plan Juncker. Au début, lorsque nombreux étaient ceux qui pensaient que ce plan ne fonctionnerait pas, et voulant pré-identifier celui qui serait coupable de l'échec de ce plan, on l'appela plan Juncker. Aujourd'hui, alors que ça fonctionne, c'est devenu le plan européen d'investissement. Je voulais vous dire que c'est toujours
le même plan et qu'il fonctionne. Nous avons su mobiliser jusqu'à ce jour 165 milliards d'investissements en Europe. Nous allons doubler le plan d'investissement initialement fixé à 315 milliards jusqu'à la mi-2018, à 630 milliards d'ici 2022, et nous allons faire en sorte que des investissements de l'ordre de 500 milliards soient déclenchés d'ici le 1er janvier 2020. Profitent de ce plan d'investissement non seulement les grandes entreprises, les grands acteurs, mais aussi 380 000 petites et moyennes entreprises qui sont les véritables artisans de la création de l'emploi en Europe, et je voudrais que cet effort soit poursuivi. Nous sommes maintenant arrivés à un moment de l'histoire européenne où il faudra que nous wo wir alle Vorzüge der Sozialmarktwirtschaft wieder entdecken, où il faut redécouvrir tous les mérites et toutes les vertus de l'économie sociale de marché. Et donc, cette initiative que nous avons lancée, visant à mettre en place un pilier de droits sociaux européens, revêt toute son importance. Je suis heureux de voir que l'invitation qui vous fut lancée par la Commission européenne de procéder à une large consultation sur les politiques pratiques à mettre en place pour faire vivre ce pilier social ait trouvé un écho aussi large. J'ai vu que les réunions à travers toute l'Europe furent nombreuses. J'ai vu tous les partenaires sociaux être profondément impliqués dans la recherche des bonnes solutions. Je suis reconnaissant au comité économique et social de Georges et au comité régional de Karl-Heinz d'avoir su se joindre à cet effort, puisque sans les institutions, rien n'est possible. Je suis content de voir les partenaires sociaux, Marcos et Luca, se donner la main pour faire en sorte que cette entreprise vaille leur engagement. Et donc, je crois que nous sommes arrivés au moment où nous devons tirer, Valdis, Marianne, moi-même, Mario Jao, au niveau du Parlement, qui a fait un excellent rapport. Le moment est venu, nous devons tirer toutes les conclusions qui découlent des efforts nombreux qui furent entrepris. Je ne vais pas entrer dans le détail des propositions que la Commission va faire, puisque nous avons besoin de discuter entre nous. Je veux dire 3 ou 4 choses qui me tiennent à cœur. D'abord, est-ce que le pilier doit s'adresser à tous les États membres ou seulement aux États membres de la zone euro? Nous avons proposé de faire en sorte que le pilier s'applique aux États membres de la zone euro. J'ai noté au cours de vos délibérations que nombreux sont ceux qui voudraient que ce pilier soit étendu à l'ensemble des États membres. Je suis d'accord sur ce point, mais pas tout de suite. C'est le moyen et le long terme qui vont nous fournir les réponses à cette question. Mais je crois qu'il est plus sage, plus réaliste de limiter cet effort d'abord aux États membres de la zone euro, étant entendu que d'ores et déjà nous avons dit que les autres États membres non euro qui veulent se joindre à l'initiative sont les bienvenus, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai demandé à mon ami Alan Larsson, qui est suédois, de faire le travail qu'il a fait avec l'élégance et le savoir-faire que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle nous allons organiser ensemble avec le Premier ministre et le gouvernement suédois au mois de novembre de l'année en cours un grand sommet social en Suède, je crois à Göteborg. Non, enfin, on m'a dit que c'était à Göteborg. La dernière fois que j'étais à Göteborg, j'en garde des souvenirs moins bons, parce qu'il y avait un sommet européen à Göteborg. J'étais Premier ministre luxembourgeois. Il y a eu des manifs monstres. Et donc, j'ai dû quitter l'hôtel pour changer l'hôtel, ensemble avec le Premier ministre néerlandais Wim Kok.
Et j'ai téléphoné à minuit à mon épouse et je lui ai dit, voilà, tout va très bien. Dit, enfin, tout va très bien. Je t'ai vu descendre l'escalier à la télé allemande pendant le journal télévisé. Pourquoi est-ce que tu as quitté l'hôtel par l'escalier de derrière? Et puis j'ai dû avouer que la police suédoise m'avait demandé de changer d'endroit la prochaine fois, puisque c'est moi le président de la commission et non plus M. Prodi. On restera à l'hôtel que l'on choisira pour nous. 2, moi je crois que le moment est venu de faire des poèmes lorsqu'il s'agit de l'Europe sociale. Nous avons abreuvé les Européens d'un nombre suffisant de pièces de littérature sur l'Europe sociale. Maintenant, il s'agit d'agir concrètement. Les gens en ont marre de nous entendre référer en théorie sur l'Europe sociale. Ils voudraient voir des actions concrètes. Et cela passe par des propositions que certains d'entre vous, Georges entre autres, et Karl-Heinz et Luca, ont mentionnées. Je crois qu'il faut partout en Europe, dans tous nos pays membres, en commençant par la zone euro, un salaire social minimum. Tout travail mérite salaire. Et quel que soit le travail, il faut un salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Pas le même salaire social minimum partout, mais le principe qu'il y ait un salaire social minimum me paraît être d'une importance particulière. La même remarque valant pour des revenus minimums d'insertion ou des revenus minimums garantis. Il y a en Europe un seuil de dignité à respecter. Ce revenu minimal ne doit pas être le même dans tous nos pays. Ce serait aberrant que de vouloir le revendiquer, mais que nous ayons dans toutes nos législations nationales un salaire social minimum et un revenu minimum garanti me paraît devoir être le complément que nous devons apporter à la dimension sociale de l'Europe. Et cela ne va pas en contresens de toutes les considérations qui gravitent autour de la compétitivité. Je sais que les petites et les moyennes entreprises très souvent ont peur de l'introduction de tels systèmes dans leur ordonnancement national, mais c'est aussi une question d'égalité de compétitivité. Si toutes les entreprises sont tenues à respecter le même niveau de salaire minimum, nous aurons mis un arrêt au dumping social, qui est un mal qui ronge nos sociétés, raison pour laquelle la Commission, sous l'égide de Marianne, a fait de nouvelles propositions en matière de détachement des travailleurs. Tout cela fait partie de l'ensemble des considérations qu'il faut avoir à l'esprit et à cœur lorsqu'on parle de l'Europe sociale. Voilà, mes chers amis, quelques éléments que je voulais échanger avec vous en espérant que nous saisirons cette chance qui nous est offerte aujourd'hui. C'est peut-être la dernière chance que nous avons pour donner un véritable envol à l'ambition sociale de l'Europe. Il n'y a pas d'Europe si elle ne rencontre pas les ambitions sociales de base. Il n'y a pas d'Europe si nous n'arrivons pas à faire tomber en amour avec l'Europe ceux qui travaillent, ceux qui peinent, ceux qui donnent de l'emploi à leurs concitoyens. C'est la dernière chance. Peut-être nous n'avons plus de chance, mais au moins saisissons-nous là cette chance cette fois-ci. Merci.